Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir. Alors avant de vous présenter Umberto Di Prima pour la conférence de ce soir, j'ai quelques petites annonces à vous faire. À savoir que la première, malheureusement, c'est que contrairement à ce qui est annoncé sur le tract, la conférence de vendredi 24 mai n'aura pas lieu. La conférence sur la justice avec Arié Halimi, organisée par la LDH en partenariat avec l'UPA, malheureusement a été annulée. Donc elle est peut-être reportée, mais on n'a pas de nouvelle date. Donc il faut vraiment la rayer. Et donc la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, ce sera le 6 juin. Celle-ci, en revanche, est maintenue. La conférence sur le salaire avec Gilles Raveau, là, la date n'a pas changé. Surtout, n'hésitez pas à venir. Et puis ensuite, ce sera l'été. On se retrouvera en septembre, en fait, le 13 septembre, une conférence sur la préhistoire et ses conséquences sur la conception de l'homme d'aujourd'hui. Donc voilà pour les annonces concernant les prochaines conférences, mais surtout, malheureusement, la prochaine est annulée. Ne venez pas. 24 mai 24 mai, vous pouvez rayer, malheureusement. Donc dans 3 jours, en fait, c'est vrai que c'était très serré. Et il y a eu un souci de dernière minute. Voilà, donc on est vraiment désolé. Voilà. Sinon, donc nous avons le plaisir et la joie de recevoir Umberto Di Prima, ici présent à côté de moi, qui est président de l'association L'Hôpital Pinel au fil du temps. Une association qui, si je ne me trompe, s'intéresse essentiellement à l'histoire de l'hôpital Pinel, que je crois tout le monde connaît bien à Amiens, et qui donc est un grand connaisseur de l'histoire de cet hôpital, notamment, je crois, d'un point de vue architectural, mais aussi, bien sûr, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ce que vous allez essayer de vous montrer, d'un point de vue plus médical, et notamment concernant plus la psychiatrie. L'objet de la conférence étant justement, à travers cette histoire de l'hôpital Philippe Pinel, de nous présenter l'histoire un petit peu de la psychiatrie, de la manière dont ont pu être soignés ces malades qu'on a longtemps appelés les aliénés ou les fous, pour notamment comprendre un petit peu où on en est aujourd'hui, puisque le but c'est quand même toujours d'essayer de comprendre notre présent, mais que l'histoire est bien sûr toujours indispensable pour mettre en perspective l'actualité. Donc voilà, je vais vous céder la parole. Merci. Alors, je vais essayer de parler. Je passe le micro fonctionne. Okay. Donc merci. Avant tout, je tenais déjà à remercier les membres de l'association universitaire populaire d'Amiens et surtout son président, M. Francis Faureau, de m'avoir invité à venir ce soir vous parler un petit peu de l'établissement dans lequel je travaille en tant que soignant, mais surtout ce soir je suis là en tant que président de l'association Philippe Pinel au fil du temps. Je suis ni historien, ni conférencier, je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse à son hôpital et à son travail. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime ce que je fais et j'aime à quoi je travaille. D'accord ? Donc ça peut peut-être être étrange, mais voilà, je tiens à préciser que ça fait 36 ans que je travaille en psychiatrie et je m'y sens bien. Avec d'autres personnes actives et retraitées, nous avons créé une association en 2011, Philippe Pinel au fil du temps. Cette association, en fait, elle a comme but de faire vivre l'histoire de l'hôpital Philippe Pinel et puis surtout d'essayer de mettre en place une mémoire. Donc depuis 2011, on essaye de mettre sur une mémoire ouverte non seulement aux soignants, aux patients, mais aussi tous ceux qui auraient envie et désirent venir rencontrer à travers des objets, à travers des documents, l'histoire de Pinel. L'hôpital s'est ouvert depuis un certain temps au Journée du patrimoine. Donc bientôt, en septembre, il va y avoir des journées. Moi, je vous invite à venir rencontrer. Et là, vous allez voir des vrais conférenciers qui vous parleront de l'hôpital, peut-être différemment, mais en tout cas, en tant que conférencier, mieux que moi. Les photographies et les images que vous allez voir dans le diaporama qui va défiler ce soir sont des documents, des photos qui nous ont été données, prêtées. Et je remercie toutes les personnes qui nous les ont prêtées, données, et surtout qui vont permettre de contribuer à ce que notre objectif
de lieux de mémoire se mettent en place de façon un peu plus concrète. Je ne vais pas citer le nom de toutes ces personnes parce que, bon, en même temps, je veux dire, c'est une façon très anonyme de nous avoir donné et prêté. En tout cas, nous, au niveau de l'association, on les remercie. Ce soir, le diaporama que je vais vous présenter, il a été construit et travaillé avec Nicolas Candelaf, qui est aussi vice-président de l'association et qui est présent à la salle, et je le remercie parce qu'il va sûrement m'aider à répondre à certaines questions par rapport à ça. Alors, avant de commencer, il me semble important, c'est de resituer un petit peu, c'est que le centre hospitalier Philippe Pinel semble pour certains être là depuis toujours. Les murs de Pinel semblent être inscrits comme ça dans le patrimoine, dans le visu de chacun d'entre nous. Et souvent, ce patrimoine, et souvent, cet hôpital pose des questions et alimente des discussions sur, je veux dire, ce qui se passe derrière ces murs. Beaucoup de fantasmes, beaucoup d'inquiétudes et en même temps beaucoup d'interrogations, comme si on ne pouvait pas rentrer, comme si on ne pouvait pas, je veux dire, passer cette porte, parce que si on passe cette porte, qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, ça fait plus de 20 ans que je passe et je ressors et tout va bien par rapport à ça. Donc voilà. Alors, sa création, elle est liée en fait plus à une prise de conscience et le résultat d'intérêt que certaines personnes ont porté à la folie et surtout aux personnes qui ont été montrées du doigt comme fous, comme malades, comme aliénés, comme disait madame qui présentait mon intervention. Et puis en même temps des grandes questions sur qui sont ces gens et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, ceux qui ont des comportements, des bizarreries, des discours un peu bizarres, inquiétants, voire, je veux dire, faisant peur. D'accord ? Je ne reviendrai pas sur un discours d'Anthony en 2009 d'un certain président qui nous avait parlé de la schizophrénie comme des gens dangereux qu'il fallait enfermer. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la construction de l'asile de Dury est le résultat d'événements de législation nationale et locale. Alors, l'hôpital, l'asile, a été construit, oui, mais pourquoi, comment, dans quelles conditions, et puis, est-ce que comme ça, un jour, des gens ont décidé, on fait l'asile? En fait, il faut savoir qu'au niveau de la maladie mentale, depuis très très longtemps, la question se posait malade, pas malade. Et puis, il y avait ce qu'on appelait le fou du village, ce qu'on appelait donc la personne étrange. Et chaque famille, chaque personne devait s'en occuper comme il pouvait par rapport à ça. Et puis, par rapport au regard, par rapport à la dangerosité, là aussi, par rapport à un problème de sécurité au niveau de la société, il y a le roi Louis XIV qui va promulguer un édit, d'accord, instaurant la création d'un hôpital général qui est déjà là, un propice au niveau du regroupement, de l'enfermement et de la localisation sur un endroit bien précis des personnes. Le problème, c'est qu'au niveau de l'hôpital général, les personnes qui vont être accueillies ne vont pas seulement être des malades mentaux, puisque au niveau de la maladie, c'est un peu difficile à définir et à montrer du doigt. Mais par contre, c'était des personnes qui étaient gênantes, qui étaient dérangeantes et qui posaient un problème au niveau de l'environnement et au niveau sociétal. Donc, l'accueil va être un accueil très carcéral, enfermement, attaché, les chaînes, d'accord. Et l'idée était, il fallait faire régner l'ordre et puis garantir la sécurité dans les villes par rapport à ça, d'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au XVIIIe siècle, il va y avoir un médecin aliéniste. Lorsque je parlais de médecin aliéniste, c'est le terme ancien de psychiatre, d'accord. Les aliénistes vont s'occuper des aliénés, hein, et les psychiatres vont s'occuper des malades, on en parlera après, ensuite, d'accord, par rapport à ça. Et donc, ce médecin aliéniste, Philippe Pinel,
d'où le nom de l'hôpital, et j'en parlerai un peu plus après, s'est intéressé à la folie, mais surtout à ces hommes qui étaient atteints de la folie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un retour par rapport aux années, au siècle des Lumières, par rapport aux philosophes, par rapport à Montesquieu, par rapport à Rousseau. C'est que les choses ne doivent pas venir du ciel, mais que c'est nous, sur la Terre, qu'on doit s'occuper des hommes et de l'humain par rapport à ça. Alors, Philippe Pinel va s'intéresser et va être le premier à parler de quelque chose qui est un petit peu difficile à percevoir, qui est le concept de la souffrance morale. Alors, la souffrance morale, une plaie, une blessure, un arrêt cardiaque, on sait ce que c'est. La souffrance morale, elle est individuelle, elle est unique, elle est singulière, et donc par rapport à ça, c'est quelque chose d'assez particulier par rapport à ça. D'accord ? Et donc, que par rapport à cette souffrance morale, il y a une prise en charge spécifique qui doit être mise en place. Alors, il va commencer à réfléchir, à travailler sur la maladie, sur la souffrance, et puis surtout, il va y avoir quelqu'un qui va être important, qui va être Jean-Baptiste Pussin. Alors Jean-Baptiste Pussin, qui était un ancien malade, d'accord, qui est devenu un surveillant, un gardien, et qui va commencer, à réfléchir sur et à recueillir en fait les comportements des malades et essayer de mettre en place une première épidémiologie des signes, des comportements, essayer de regrouper si au niveau des comportements, elles sont égales, ils sont pareils d'une personne à l'autre, essayer de regrouper ça, d'accord, par rapport à ça. Et donc, l'idée, ça va être quand même qu'à un moment, ce sont des malades, et donc il va falloir qu'on s'occupe et surtout qu'on puisse y apporter des soins. Philippe Pinel, qui en fait, c'est pas Philippe Pinel, mais c'est Jean-Baptiste Pussin, et ça, au grand détriment des psychiatres, c'est un soignant, un infirmier ex-malade, qui va libérer les malades des chaînes. Par rapport à ça. Et donc, on voit très bien à Charcot, il y a un grand tableau où on voit très bien le psychiatre, l'aliéniste Pinel qui casse les chaînes et qui libère de l'isolement et de l'enchaînement les malades par rapport à ça. Alors, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses, comme en général et souvent. D'accord ? Et comme souvent, il se passe, c'est qu'au moment des grands mouvements, voilà, durant la Révolution, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une grande réflexion durant la Révolution sur qui sont ces personnes qui sont enfermées. Et la Révolution, avec les droits, des hommes, il va y avoir une grande question, ça va être de réfléchir si, est-ce que les personnes qui sont enfermées, ce sont des malades ou des délinquants, est-ce qu'on peut apporter un soin. Il va y avoir le 27 mars 1690, l'Assemblée constituante va décréter à l'article 9, et ça c'est quelque chose d'hyper important, pour une fois, c'est la première fois, on va considérer qu'on va parler de malades et de gens qui ont besoin de soins. D'accord ? Et donc, au niveau de l'Assemblée constituante, il va y avoir à l'article 9 l'abolition des lettres de cachet. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont un peu initiés à cela, les lettres de cachet, en fait, pour être enfermés, c'était la lettre de cachet qui faisait que les gens étaient enfermés par rapport à ça. Donc, abolition, on ne peut plus enfermer les gens, d'accord ? Et puis, surtout, l'article 9, c'est les personnes détenues pour cause de démence seront pendant l'espace de 3 mois à compter du jour de la publication du présent décret à la diligence de nos procureurs, interrogés par les juges dans leur forme usitite et en vertu de leur ordonnance, visités par des médecins, d'accord ? Et s'appliqueront sur la véritable situation des malades, afin que d'après la sentence, il y aura un statut sur leur état. Soit ils sont élargis, soit ils sont soignés. Et donc c'est la première fois qu'on va considérer la folie qui est porteuse d'une personne humaine et qui a besoin de soins. Là, voilà, donc ça, on est en 1790, d'accord, par rapport à ça.
À la mort de Philippe Pinel et au départ de Jean-Baptiste Puissant, il va y avoir une personne qui va être hyper importante, qui va arriver, qui était un élève de Philippe Pinel, qui s'appelle Jean-Étienne Isquérol, qui va défendre ce projet-là, de la souffrance morale, et surtout de travailler sur un lieu de soins où on va pouvoir accueillir toutes ces personnes qui sont en souffrance pour pouvoir y apporter des soins par rapport à ça. Donc, il va y avoir à l'origine, il va y avoir une loi qui va être la première loi, d'accord, qui va être la première loi sur les aliénés, qui est la loi du 30 juin 1838, et j'en parlerai tout à l'heure. Il faut savoir que cette loi sera abolie en 1990, un siècle et demi, d'accord. Donc cette loi qui date de Louis-Philippe, d'accord, elle dit quoi, cette loi? Cette loi, elle dit que dans chaque département, d'accord, dans chaque département, il va falloir construire un asile, pour qu'on puisse y accueillir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et surtout, ce qui est important, d'accord, même si c'est une loi sécuritaire, parce que comme toutes les lois de la psychiatrie, il y a toujours un versant sécuritaire, mais ce qui est nouveau et ce qui est important, ce qu'il dit, c'est que c'est un endroit où on va devoir porter soin aux personnes. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de nouveau, et ce qui est important, c'est justement de pouvoir montrer et dire que ces personnes-là, ils ont besoin de soins. Alors, ce qui va être intéressant par rapport à cette loi-là, c'est que cette loi-là, elle va proposer deux modes de soins. Ce qu'on va appeler le mode, donc, le placement volontaire et le placement d'office. C'est-à-dire que le placement volontaire, comme le nom l'indique, c'est pas du tout volontaire du tout, c'est une tierce personne qui vous fait hospitaliser. Et le placement d'office, en fait, c'est un arrêté préfectoral, c'est parce que vous êtes dangereux pour autrui, d'accord, par rapport à ça. La loi ne prévoit pas qu'on puisse venir de soi-même être hospitalisé à l'asile, d'accord. Voilà, on en parlera après par rapport à ça, d'accord. Voilà. Alors, là encore, le personnel va être recruté parmi les malades. Le personnel va être recruté parmi les malades. Et cette loi, en fait, je veux dire, ce qui va être intéressant, c'est que cette loi, elle dit bien que chaque département doit construire son asile. Voilà. Alors, soit c'est quelque chose qui est de l'ordre du public, soit on peut s'associer à un lieu privé, ou soit souvent, comme après Montreuil, ou comme à Armentières, avec les Capucins, etc. Ce sont des origines, je veux dire, des offices catholiques, religieux, qui eux déjà avaient ce sentiment d'accueil et d'empathie par rapport à ces personnes démunies et malades. D'accord, par rapport à ça. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que à Amiens, dans la Somme, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans Amiens, le 22 août 1884, le conseil départemental va décider la construction d'un asile pour recevoir les aliénés du département. Alors vous avez vu, ça fait 50 ans quasiment après la loi. Alors on pourrait se dire, bon c'est bon, ils ont trouvé, ils ont réfléchi longtemps, c'était intéressant, mais le conseil départemental de la Somme, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était construire un asile sur 2 départements. Et puis pourquoi pas utiliser Clermont de l'Oise, puisque eux avaient déjà leur asile, et bien pourquoi pas accueillir, voir avec eux s'ils peuvent pas accueillir les malades de la Somme. Mais déjà à l'époque, les hommes malades étaient internés, parce qu'on parle d'internement, à Clermont de l'Oise, et les femmes étaient internées à Savenant dans le Pas-de-Calais. D'accord, par rapport à ça. En fait, il y a eu la circulaire de 1882 qui va arriver avant et qui va dire stop, il faut vous dépêcher, il faut construire vos asiles, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'asile, donc il n'est plus question de travailler avec le privé, d'accord? C'est du public, et chaque département doit avoir son asile. Donc l'établissement, donc le conseil départemental de la Somme,
a été dans une injonction, dans l'obligation de construire son asile sur Amiens. Le problème, c'est comme partout. On est gentil, on les aime bien, mais peut-être ailleurs c'est mieux. D'accord, hein, peut-être ailleurs c'est mieux par rapport à ça. Donc, il va y avoir une commission qui va être chargée, d'accord, une commission qui va être chargée de préparer les plans et de choisir l'emplacement. Alors, cette commission, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez ces personnes dans l'histoire d'Amiens et d'Amiens Métropole, parce que ce sont des personnes qui ont marqué par rapport à leur passage, à leur posture et à leur fonction. Elles sont composées de messieurs Sagelien, au collège, Frédéric Poty, Faton de Favernet, Duquesnel, et puis surtout, le terrain va être choisi par le vicomte de Bulter. D'accord ? Voilà, par rapport à ça. Alors, les travaux vont être confiés à l'architecte Émile Riquier, que beaucoup d'entre vous connaissez, puisque Émile Riquier, c'est le cirque Jules Verne, c'est une partie du lycée Michelis, et puis d'autres qui étaient architectes de la ville d'Amiens. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça avait posé un scandale, puisque, en fait, le conseil départemental n'avait pas fait d'appel à candidature, donc il n'y avait pas d'appel de projet. Il a été décidé que c'était lui, et donc ça a posé un problème parce qu'il a fallu y avoir des recours en disant attendez, c'est pas normal, on ne peut pas choisir comme ça, il faut qu'il y ait un appel d'offres. Hein, ça vous rappelle aujourd'hui, ça existe encore. Hein, voilà, par rapport à ça. Et donc, Émile Riquier va, à partir des plans d'un monsieur qui s'appelle Maximilien Parchap, qui était directeur d'asile, mais surtout Parchap va écrire un recueil sur les principes de la construction d'un asile par rapport à ça. En fait, Parchap va lui utiliser tout le travail qui a été fait par Isquirol, hein, vous avez vu Isquirol tout à l'heure qui est à l'origine de la loi, Isquirol qui va décrire exactement comment doit être un asile au niveau des pavillons, au niveau de la cour centrale, au niveau du quadrilatère, etc., par rapport à ça. Et donc, il va utiliser ce principe pour construire l'asile de Pinel. D'accord, voilà. Alors, les travaux vont commencer, 86, inauguration le 17 octobre 1891. D'accord ? Les premiers malades vont arriver depuis l'asile de Clermont et de Savenant, hein, donc Clermont pour les hommes et Savenant pour les femmes. Chose qui est intéressante, mais peut-être que pour certains d'entre vous ça ne vous dit rien, mais le premier médecin directeur de l'hôpital sera Maxime Dubuisson. Alors Maxime Dubuisson, c'est le grand-père de Lucien Bonafé, qui est, on en parlera tout à l'heure, qui est à l'origine de la psychiatrie moderne du secteur, qui est celui qui a fait ouvrir les murs des hôpitaux, qui a participé d'une façon très très active, d'accord, qui est un militant politique, mais on en parlera tout à l'heure par rapport à ça. Là encore, je veux dire, il va y avoir des transformations qui vont avoir lieu. Donc, 1905-1906, il va y avoir des unités d'admission hommes et femmes et le pavillon des enfants qui va se créer. Là, on voit très bien qu'au niveau de l'hôpital, au niveau de l'asile, et ben, la construction va se développer comme ça à travers des années, hein, et vous verrez que jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des structures qui se créent, qui se transforment, qui se modifient et qui se ferment par rapport à ça. Alors, 1905, là encore, Amiens, l'hôpital Philippe Pinel, je veux dire, était aussi à l'origine de personnes connues dans le monde entier, puisque à l'hôpital Philippe Pinel, il y avait un médecin aliéniste qui s'appelait Théodore Simon. Alors Théodore Simon, avec plus tard Binet, vont être ceux qui vont créer le test du QI, d'accord, le coefficient intellectuel, qui aujourd'hui, après, d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est utilisé dans le monde entier, hein, par rapport à ça. Là encore, au niveau du pavillon des enfants, chose qui peut paraître un petit peu différente, c'est que le pavillon des enfants va être destiné
aux enfants anormaux et perfectibles, c'est-à-dire aux enfants qui vont pouvoir profiter d'une certaine éducation et d'une certaine scolarité par rapport à ça. Donc on voit très bien qu'au niveau de l'accueil, on est ciblé sur une catégorie d'enfants. C'est parce que là, je ne vais pas rentrer, mais en fait, le premier pavillon des enfants, c'est Falray, qui en 1870 va créer ça en région parisienne. Aujourd'hui, il y a la fédération Falray, donc voilà, la fondation Falray sur Paris, qui existe toujours, et qui était donc le premier à avoir créé un pavillon pour enfants avec à l'intérieur une scolarité. Donc là, par exemple, on voit le pavillon d'entrée, comme dans l'émission des femmes qui a été créée dans les années 1905-1906. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que là, je parlais des hommes et des femmes parce qu'il faut savoir qu'au début, les hommes et les femmes étaient séparés. D'accord ? Dans les pavillons, lorsque vous rentrez dans Pinel, il y avait donc une partie réservée aux femmes et une partie réservée aux hommes, séparés au milieu avec la chapelle, dont je montrerai une photo tout à l'heure. Il faut savoir que la mixité dans le futur psychiatrique, elle arrive très longtemps après, elle arrivera par une circulaire du 24 janvier 69 relative à la bisexualisation des hôpitaux psychiatriques. D'accord ? Chose qui n'existait pas à l'hôpital général. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, c'est que les pavillons étaient séparés par rapport, je veux dire, à l'état clinique et par rapport au comportement des patients. Je ne reviendrai pas sur les anciens diagnostics, débiles, etc., qui existaient, qui aujourd'hui est rentré plutôt dans un truc un peu péjoratif, mais qui, à l'origine, étaient quand même des diagnostics médicaux. Donc il va y avoir ce qu'on va appeler à Pinel les pavillons des gâteux, des furieux, des agités, le quartier cellulaire. Alors là encore, ce qui est intéressant, et voilà, c'est que en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'emplacement des pavillons se faisait de telle façon que plus le pavillon faisait du bruit, plus les malades étaient agités, et plus loin était l'administration. D'accord ? Voilà. Par rapport à ça. Voilà. Directrice qui est là. Voilà. C'est plus comme ça. Attends, les bruyants, ils sont peut-être même dans l'administration. Voilà. Donc, façade d'origine. Voilà. Donc, ça, c'est la façade d'origine de l'hôpital Philippe Pinel. Vous voyez quand même qu'elle a changé, pour ceux que. Elle va changer très très longtemps après, on en parlera dans les années 67-68. Cette façade qu'on peut revoir dans un film qui s'appelle La tête contre les murs, qui a été tourné à Pinel avec Anouk Aimé, mais c'est pareil, j'en parlerai un peu plus tard. Vous voyez quand même que c'était quand même une belle architecture, et que Riquier, avec le peu de moyens qu'il y avait à l'époque, qui, dans la construction, je veux dire, est rentré dans son budget qui était alloué, chose extraordinaire quand même, quoi. Donc il est rentré dans son budget et il a fait quelque chose d'assez sain, mais d'assez fonctionnel. D'accord, par rapport à ça. Là, on voit très bien la façade d'origine, qui sera par rapport à voilà, par rapport ici. Et c'est en fait la façade de l'administration qui aujourd'hui est encore l'administration. Cette sculpture que certains d'entre vous connaissez surtout le sculpteur Albert Rosé, qui est donc le sculpteur qui sert à bien, je veux dire, a fait beaucoup de sculptures, mais surtout c'est celui qui a fait le monument sur la tombe de Jules Verne à Amiens. D'accord, par rapport à ça. Donc voilà, et c'est un Amiénois qui est mort à Amiens, qui a voulu rester fidèle à sa ville et qui s'est très très engagé au niveau sculpture sur Amiens. D'accord ? Alors, l'idée de l'asile, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de l'asile, c'était surtout de pouvoir regrouper et remettre dans un seul lieu des personnes qui ne peuvent pas vivre sur l'extérieur, mais qui en même temps méritent de vivre, d'accord, et qui ont besoin de vivre. Donc, on va organiser
une ville pour faire semblant, d'accord? On va recréer une ville dans la ville. Alors l'idée était que chaque asile devait s'auto-suffire, devait être autonome par rapport à ça. Alors ce qui va se passer, c'est que en fait, à Pinel, il va y avoir une ferme, d'accord? Alors cette ferme, je veux dire, qui est à l'origine, qui était là depuis l'origine, va être une ferme des plus modernes au niveau national. Non seulement elle va être la plus moderne, mais je rappelle qu'il y a un article qui date du 7 mai 1935, qui est dans le Progrès de la Somme. Je pense que ici personne n'a connu le Progrès de la Somme. En tout cas, faisait parler et faisait état de la ferme de Pinel, de son activité, de son matériel, et donc cet article faisait 2 pages, d'accord, 2 pages sur la ferme de Pinel en 1935. C'était quand même un exploit, et ça montre bien qu'à l'époque, au niveau de la reconnaissance de l'outil, c'était quelque chose de très moderne. Alors, au niveau de la ferme, donc il va y avoir des vaches, d'accord. Il faut savoir qu'en 1891, il y avait 6 vaches et 6 porcs. D'accord ? 1934, 29 vaches, 135 porcs. Vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai parlé qu'en 1905, il va y avoir des constructions de pavillons, des constructions de bâtiments, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'accueil, le nombre de patients, d'accord ? Et donc, il faut bien leur donner à manger. Hein ? Il faut bien leur donner à manger. Et on en reparlera, mais parce que le personnel jusqu'en 1936 habitait dans l'asile. Donc le personnel, il fallait aussi le nourrir par rapport à ça. Et donc il va falloir agrandir la ferme. Chose intéressante, et Nicolas Candat a la liste des vaches qui ont été prises, avec les noms des vaches qui ont été prises. Il faut savoir que, il faut savoir que nous avons des vaches à l'hôpital Philippe Pinel qui ont été primées au concours agricole de la Somme à plusieurs reprises. D'accord ? Voilà, qui était par rapport à ça. Et donc c'est vrai que la ferme, c'est quelque chose de très important, d'accord, par rapport à ça. Là on voit très bien, pour ceux qui connaissent un petit peu Pinel de l'intérieur, on voit très bien les bâtiments derrière de la ferme, et puis les vaches qui sont devant, d'accord, par rapport à ça. Voilà, on voit très bien au niveau de l'attrait, bon, c'est tout. On a quelques photos. Alors, je vais remercier cette dame qui aujourd'hui est âgée de plus de 80 ans, qui nous a prêté gracieusement ces photos avec son père, qui était le dernier fermier de l'hôpital, d'accord, qui dans les années 1936 ou 37 a démissionné de l'hôpital. Chose étonnante, il a démissionné parce qu'il se plaignait des conditions d'accueil et d'accompagnement des malades, en disant que l'établissement prenait plus soin des vaches et des porcs que des malades. Et donc, ce monsieur a démissionné en disant « Moi, je ne veux plus m'occuper de la ferme parce que c'est honteux, voilà, par rapport à ça. » Donc, chose étonnante, mais je veux dire, voilà, un peu par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, je disais bien que la ferme était quasi autonome. Voilà, elle transformait ses produits elle-même, d'accord, pour nourrir les malades et le personnel. Là, on voit la laiterie, on voit la laiterie, le jardin potager par rapport à ça, où les malades y travaillaient, les malades travaillaient à la ferme, on en reparlera après, la boulangerie. Vous avez vu vraiment que c'était vraiment quelque chose de très autonome, où tous les produits étaient travaillés, étaient modifiés, et on partait du produit, j'allais dire primaire, jusqu'au produit alimentaire par rapport à ça. D'accord ? La boucherie, voilà, par rapport à ça. La cuisine, où on cuisinait aussi bien pour les malades que pour le personnel. D'accord ? Là, par rapport à ça. D'accord ? Voilà. Et donc, on voit très bien que l'hôpital a vraiment été construit pour pouvoir être complètement autonome, parce que, en fait, pour la plupart du temps, les malades qui arrivaient, pour la plupart, ne sortaient pas et restaient là longtemps. D'accord ? Par rapport à ça. Ça n'empêche qu'on peut croire
mais il y a eu des malades qui sont sortis, des qui sont rentrés, et il y a eu quand même des accompagnements, il y a eu des choses de fait par rapport à ça. On parlera du soin tout à l'heure. Alors, chose qui, à l'époque, était assez commun aux hôpitaux psychiatriques, c'est que, il fallait trouver de l'argent, d'accord, pour pouvoir continuer les travaux, accompagner, et il fallait donc participer par rapport au budget, parce qu'il y avait un budget, mais comme d'habitude, le budget ne suffisait pas, et donc il fallait trouver un moyen de financement. Alors, chose que les gens ne savent pas, c'est qu'à Pinel, en fait, nous avions à l'époque ce qu'on va appeler le pensionnat. D'accord ? Ce sont des structures, ce sont des unités d'accueil pour malades payants. D'accord ? Pour malades payants. Par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est à ma gauche, c'était le pensionnat des femmes. À la droite, c'était le pensionnat des hommes, et au milieu, c'était tout ce qui était au niveau, communautaire. À un moment, il y avait eu ce qu'on va appeler les douches, les bains, les douches surtout, qui vont se retrouver au milieu. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour la plupart du temps, souvent, c'était des personnes qui n'étaient pas du département, qui étaient d'ailleurs souvent la région parisienne, parce qu'il fallait hospitaliser loin pour pas qu'on en parle trop, et puis là. Et il y avait trois niveaux, j'allais dire, de classe. Il y avait niveau 1, niveau 2, niveau 3, et plus vous payez, plus la prestation était intéressante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait la possibilité que le valet ou la bonne, qu'une tierce personne puisse vous accompagner et rester dormir là. D'accord ? Et rester dormir là. Alors vous allez voir que par rapport à l'accueil, donc là c'est par exemple le pensionnat des messieurs. Alors il faut savoir que Pinel, c'est un grand mur avec plein de pavillons, et il y a des pavillons où à l'intérieur il y a des murs avec une cour fermée. D'accord ? Et donc là, on voit très bien qu'au niveau du pensionnat, l'espace, la verdure, l'accueil, c'était quelque chose d'assez accueillant par rapport à ça. La salle à manger. D'accord ? Alors vous voyez quand même que, j'allais dire les soins de vitesse, d'accord ? Là, on voit très bien que l'accueil, nappe, serviette, on pourrait se dire oui, mais c'est pour la photo, mais les échos qu'on a, non, c'est pas pour la photo. C'était, j'allais dire, un retour à la prestation payante que les gens avaient, d'accord ? Voilà. Les chambres, unique, seul, sanitaire, d'accord. Vous voyez quand même que la cheminée, etc. Donc un accueil quand même de luxe, de luxe par rapport à ça, d'accord. Le salon des familles, le pensionnat des salons des familles, en fait, là, les familles, il fallait les accueillir puisque il fallait les accueillir dans des très bonnes conditions, puisqu'ils payaient, d'accord, puisqu'ils payaient, donc, par rapport à ça. Alors là, vous avez vu le côté payant. D'accord ? Le côté payant. Donc là, on va arriver au côté non payant. Voilà. Vous voyez que c'est un peu différent. C'est différent. Ça n'empêche que celui existait. Et c'est un endroit où seul, je veux dire, capable de pouvoir accueillir, je fais attention à ce que je dis, mais humainement, des personnes qui étaient où personne ne voulait. Que personne ne voulait. D'accord ? Par rapport à ça. Par rapport à ça. D'accord ? Là, les dortoirs, il faut savoir que les dortoirs pouvaient monter. Je suis assez content parce que M. Jumel, qui est devant moi, qui connaît très très bien l'hôpital de l'époque, du moins de l'époque des années 70, il existait des dortoirs qui pouvaient aller jusqu'à 60-70 malades. D'accord ? Des pavillons ont été jusqu'à 100 malades par pavillon. D'accord ? L'hôpital Pinel a été jusqu'à plus de 1000 malades hospitalisés. Par rapport à ça. D'accord ? Au niveau sanitaire, voilà, on voit très bien que, je vous parle des années 1930, d'accord ? 1930. Le pavillon des enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la construction du pavillon des enfants. Donc, le pavillon des enfants,
ce qu'on appelait le quartier médico-pédagogique. Alors ce qui est intéressant, parce que lorsqu'on parle de médico-pédagogique, c'est qu'en fait, il y avait tout un apprentissage, tout un accompagnement par rapport à ça. Alors, il y avait tout ça, mais et les soins? Et les soins, d'accord? Et les soins. Alors, les soins, moi je ne vous parle pas des soins de 1891. Moi je vous invite à aller voir Hôtel Dieu à Lyon, je vous invite à aller voir l'Hôtel Maurice à Paris, où vous allez voir des chaises qui étaient sur on les faisait tourner dans tous les sens pour essayer de remettre les personnes dans le bon sens, où on faisait des saignées, etc. etc. Mais en même temps, quand il n'y a rien, il faut essayer de trouver des solutions. D'accord? Il faut trouver des solutions par rapport à ça. Donc ça, ce sont un service de soins dans l'hôpital Philippe Pinel, d'accord? Voilà, tout à fait. Alors, là, ce sont des images qui datent des années 30. Alors, les années 30, au niveau du soin, c'était quoi les soins? Il existait peu de médicaments, d'accord? Très très peu de médicaments. Il y avait quoi? Il y avait, en fait, je vous parle de camisole de force, mais parce que vous allez me poser la question. Ça a existé, d'accord? Il y avait camisole de force. Il y avait aussi, au niveau national, il y avait ce qu'on appelait la lobotomie, d'accord? Scission au niveau d'un lobe, d'accord? Il y avait aussi ce qu'on va appeler la cure de Sakel, d'accord? Qui est en fait un psychiatre qui s'appelle Manfred Sakel, qui a inventé ça, qui a trouvé ça, qui consistait en fait à créer un coma insulinique par une injection. Et puis ensuite de resucrer progressivement avec tout un travail de nursing autour de la personne pour essayer justement de l'accompagner par rapport... il y avait aussi la sismiothérapie, ce que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous paraître choquant, mais ce sont les électrochocs qu'on utilise aujourd'hui à meilleur escient et dans des meilleures conditions qu'à l'époque. Les électrochocs qui ont été découverts en Italie dans les années 30, et je ne ferai pas de lien avec l'époque fasciste, d'accord? C'est important de séparer ça, parce que c'est hyper important. Voilà, c'est un médecin psychiatre qui se promenait dans un abattoir et qui a découvert que lorsqu'on tuait les cochons à coups de courant électrique et qu'ils ne mouraient pas, ils se réveillaient apaisés et calmes, d'accord, par rapport à ça. Donc il s'est dit, pourquoi pas l'utiliser pour les patients agités et violents, et aujourd'hui on ne les emploie pas du tout pour les malades agités et violents, pour les mélancolies très graves, pour les dépressions résistantes au traitement, mais je n'entrerai pas dans ce genre de discussion. En tout cas, voilà par rapport aux soins de l'époque, il y avait les bains, les douches, chose qui était importante, c'était justement par rapport, justement pour pouvoir recréer, je veux dire, une couverture, recréer quelque chose sur lequel la personne se sent, je veux dire, enfermée d'une façon tiède, chaude, essayer d'être rassurant, d'accord, par rapport à ça. Alors voilà, là, nous arrivons à une étape hyper importante, c'est durant la guerre 14-18. Alors, il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, l'hôpital Philippe Pinel, chose qui n'est pas écrite partout, puisque nous avons découvert des documents où on parle de l'hôpital Philippe Pinel en disant que l'hôpital Pinel n'a jamais été évacué, en fait si. L'hôpital Philippe Pinel a été évacué, je vais dire, en fin de guerre, d'accord, en fin de guerre. Il a été évacué le 27 mars 1918, et 466 malades et 31 employés et 22 infirmiers militaires furent évacués vers Lourdes par rapport à ça. D'accord ? Voilà. En fait, ce qui est important, c'est que l'hôpital allait devenir, alors pour certains, un hôpital temporaire, pour d'autres, un hôpital bénévole. Ça dépend des écrits, d'accord ? Ça dépend des écrits. Selon certains écrits. Alors les malades vont être rassemblés dans un premier temps dans une partie des bâtiments de l'asile, parce qu'il fallait surtout libérer 3 pavillons. Alors pourquoi il fallait libérer 3 pavillons ? Parce que en fait, on va installer dans ces pavillons un sanatorium pour le service de santé militaire. D'accord ? Par rapport à ça. Là encore,
à Pinel, il va y avoir un chirurgien connu au niveau national qui s'appelle Louis Mauffret, qui va être chirurgien et qui va opérer à Pinel. D'accord ? Cet hôpital qui est un hôpital militaire, ou un hôpital militaire, qui va être en tout cas un hôpital temporaire, d'accord, par rapport à ça, va être évacué en janvier. Il va être évacué en 18 et les malades vont revenir en janvier 19. Et ils vont aller où? Ils vont aller à Lourdes. Et ça, nous en avons la preuve, puisque nous avons découvert un télégramme qu'on écrivait au directeur de l'hôpital de Philippe Pinel. Et en fait, ce directeur se trouvait avec les malades, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, d'accord? Donc à Lourdes, où on voit très bien M. Charon, directeur de Dury Hôpital, Sœur Bleuet à Lourdes. Voilà. Donc c'est un document sur lequel on est assez content d'avoir découvert par rapport à ça. Voilà. Alors, 14-18, nous avons très peu d'images. Alors, si certains d'entre vous avez des documents, nous sommes toujours à la recherche d'informations, de diapos, de photos. Voilà. Donc, nous avons retrouvé une photo, on nous a prêté une photo, on va être dans la cour. Alors, on ne sait pas très bien si c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est soit le personnel des hommes, soit le personnel des femmes. D'accord ? Voilà. En tout cas, c'est un des deux. Et on voit un zouave qui est au milieu. Et ça montre bien que les militaires étaient bien dans Pinel. Ça montre bien que les malades étaient bien, que les soldats étaient bien dans Pinel. D'accord ? Voilà. Par rapport à ça. Alors, entre les deux guerres, il va se passer plein de choses hyper importantes, aussi bien au niveau national pour la psychiatrie qu'au niveau de Pinel, au niveau de l'organisation et au niveau des soins et du travail, d'accord, par rapport à ça. Alors, c'est une période importante parce qu'au niveau des textes législatifs, ils vont modifier l'organisation et vont modifier la vie dans l'asile. L'asile de Dury va en profiter, bien sûr, de toutes ces modifications, le personnel, les malades et les familles, d'accord, par rapport à ça. Déjà, 1937, par décret du 5 avril, l'asile d'Aligné devient hôpital psychiatrique. Ça peut peut-être paraître comme ça anodin, mais c'est hyper important au niveau du terme, au niveau de la symbolique, par rapport à ça. C'est-à-dire que qui dit hôpital dit soin, qui dit hôpital dit guérison, qui dit hôpital dit soignant. Ça, c'est important, d'accord ? Et l'établissement de Dury va devenir hôpital départemental de Dury. Voilà. C'est-à-dire qu'il va être j'allais dire, la place tournante pour toute la Somme. D'accord ? Et à l'époque, ça sera le seul lieu, d'accord, où on va prendre en charge la souffrance psychique et la maladie mentale. Par rapport à ça. 1932-1938, il va se passer quoi pour Pinel? Amélioration. Il va y avoir une salle de spectacle qui aujourd'hui est l'amphithéâtre de l'IFSI. Il va y avoir une salle de classe, des bains-douches, station d'épuration, chaudière. Alors, s'arrêter 30 secondes sur la station d'épuration. La station d'épuration, en fait, elle a été créée parce que les habitants d'Amiens se plaignaient. D'accord ? Et en disant qu'il y avait des maladies dans la ville d'Amiens qui étaient liées, en fait, aux malades de Pinel, de l'asile de l'époque. Et donc, il fallait revoir un petit peu le circuit de l'eau, parce que au niveau des contagions, au niveau des maladies, il fallait trouver autre chose. Et je peux vous dire que la station d'épuration, nous avons retrouvé des textes et des documents qui a été une des plus modernes de France, où certains conseillers généraux et du moins départementales de l'époque venaient voir la station d'épuration parce que c'était une des plus modernes de France. Pareil, la chaudière. La chaudière qui a fonctionné très très longtemps, et il n'y a encore pas très longtemps, elle fonctionnait encore. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Pinel, nous avons une chaudière à bois. Donc nous sommes dans le bon sens du chauffage, par rapport à ça. D'accord ? Par rapport à ça. Donc, la salle de spectacle, où pendant très très longtemps il y avait des spectacles, aujourd'hui c'est l'amphithéâtre de l'IFSI. Voilà. La salle, à l'époque, la salle de classe, qui aujourd'hui c'est l'IFSI, pour vous montrer que. Voilà. Alors, il faut savoir que ces salles de classe pour enfants, pendant très très longtemps, jusqu'en 1936, le personnel, donc je ne reviendrai pas sur le Front populaire et sur les avancées du mouvement syndical dans les hôpitaux psychiatriques, qui a été quelque chose de très très
très important par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein. Voilà, bon, voilà, je reviendrai par là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le personnel, je veux dire, par rapport à l'hôpital, vivait dans l'asile, et les enfants. Nous avons retrouvé une dame qui, nous avons pu enregistrer son vécu, qui allait à l'école avec les malades, les enfants malades de Pinel, qui a participé à l'exode de 40 qu'on parlera tout à l'heure, et qui nous racontait que en fait, les enfants allaient à l'école, et dès que les enfants avaient par imitation des gestes, des comportements qui sortaient un petit peu, qui inquiétaient, les enfants n'allaient plus à l'école, ils s'attendaient quelques temps et retournaient après à l'école. Alors, on est assez content de ce document qui est audio, malheureusement pas visuel, qui est audio, qui, j'espère, on va pouvoir le faire écouter dans le cadre de notre lieu de mémoire par rapport à ça. D'accord ? Alors, le magasin, qui aujourd'hui, la cafette existe toujours, où je sais que nous avons des super projets, et je suis très content d'avoir des super projets par rapport à cette cafette, qui va bientôt arriver. Donc, ce magasin où, en fait, les patients, mais comme le personnel, pouvaient aller acheter, d'accord, des cigarettes, saucissons, boissons, café, etc., etc. Il faut savoir que les cigarettes, jusqu'à la loi E20, il y a encore une vingtaine d'années, on vendait encore des cigarettes à l'hôpital de Philippines, d'accord, par rapport à ça. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que, en fait, les malades, ils payaient avec quoi ? Ils payaient avec quoi ? Ils payaient, en fait, avec une monnaie qui était propre à Pinel. Il y a comme ça quelques établissements au niveau national où il y avait sa propre monnaie. Donc là, on voit très bien établissement départemental de Dury, par rapport à ça. Et donc, les malades qui travaillaient, ce qu'on appelait les travailleurs, ce qu'on appelait les travailleurs, avaient ce qu'on allait toucher à un pécule. Et le pécule correspondait à la valeur du timbre. Je pense que ça fait écho pour ceux qui connaissent la prison, pour ceux qui sortent de la prison, par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'était dans le même principe, d'accord, par rapport à ça. Donc, vous travailliez, vous étiez payé, vous aviez un pécule, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, les malades n'avaient pas de mutuelle, les malades, je veux dire, la plupart du temps, n'avaient jamais travaillé avant, les malades n'avaient pas de AH, n'avaient pas d'allocation en droit du handicapé, il n'y avait pas de prestations, donc il fallait bien vivre, et c'était la communauté qui prenait en charge l'ensemble des prestations pour ce qu'on a appelé le pavillon les pavillons d'assistés, à la différence du pavillon des pensionnés qui, eux, étaient salariés et payés, par rapport à ça. D'accord ? Par rapport à ça. Et donc, quand les malades sortaient de l'hôpital, cette monnaie était transformée en francs. D'accord ? En lien avec, on faisait donc la culbute avec le prix du timbre. Et donc, ils pouvaient récupérer cet argent-là. D'accord ? Par rapport à ça. Durant la guerre 39-45, période assez difficile pour l'hôpital Philippe Pinel. D'accord ? Difficile parce que l'hôpital, en fait, va être occupé, va être évacué par rapport à ça. D'accord ? L'occupation de l'hôpital des Allemands en 1940, le 19 mai, il faut savoir que l'hôpital va être évacué complètement, à la différence de 14-18. D'accord ? Tous les malades vont partir de l'asile, de l'hôpital, puisque là on est déjà à l'hôpital. Pour une partie des patients, ceux qui ne pouvaient pas trop se déplacer vont être hospitalisés à l'hôpital à Amiens, ce qu'on va appeler c'est la rotonde, si je ne me trompe pas Nicolas, voilà, par rapport à ça, donc à la rotonde, et les autres donc, vont partir être éparpillés dans plein d'hôpitaux psychiatriques en France, dans ce qu'on va appeler, je veux dire, la partie libre française, et non occupée par rapport à ça. Alors, les soldats vont occuper l'hôpital, par rapport à ça. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais dans l'hôpital, nous avons un cimetière qui date de l'origine,
où depuis l'origine et encore aujourd'hui, nous enterrons encore les malades, d'accord, certains malades qui le désirent, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de moyens, et donc c'est un cimetière. Donc cette occupation a fait que donc, les Allemands ont enterré leurs soldats. En 1944, au départ, les Allemands, à la différence des autres pays, les Allemands repartaient avec leurs morts. D'accord? Les morts, différence de 14-18, où les Autrichiens, n'importe quoi, les Australiens, excusez-moi, les Australiens qui étaient enterrés à Pinel, les soldats australiens, ont été déterrés dans les années 30, 31, 32, 33, et ils ont été enterrés aujourd'hui pour une partie dans le cimetière australien de Clearwater. D'accord? Par rapport à ça. Donc, alors, là encore, là on peut apercevoir un mur de protection, je veux dire, qui venait protéger un souterrain qu'on espère un jour pouvoir remettre en état, parce que c'est quelque chose d'assez unique, d'assez singulier, et rarement les hôpitaux ont ce genre de construction, qui venait protéger en fait un accès à un souterrain, d'accord, où à l'intérieur du souterrain il y a une grande pièce qui était pour carreler. Certains disent que c'était une salle d'opération. On n'a aucune preuve, on n'a aucune certitude. En tout cas, ce bâtiment, ce souterrain existe, cette pièce existe, elle était carrelée. À quoi elle servait, on n'en sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'hôpital Philippe Pinel a été donc occupé par les Allemands, et ça a été un hôpital militaire allemand, mais pour des blessés légers. D'accord? Il n'y avait aucun, d'après ce qu'on sait, aucun malade gravement blessé a été à Pinel. D'accord? Donc on ne soignait que les patients qui étaient très très légers. Là on voit l'entrée de Pinel, par rapport à ça. On voit là encore le mur de l'entrée de Pinel qui a été abattu. On voit très bien, toujours écrit en allemand, avec à l'entrée le soldat allemand. D'accord? Et là, on voit certains dans Pinel, des militaires allemands avec des blessés. Le personnel soignant n'était pas du personnel de Pinel. C'est chose importante à dire. D'accord? Voilà, par rapport à ça. D'accord? Là, on voit encore des soldats allemands avec des blessés. D'accord? Voilà. Et surtout, quelque chose qui est hyper important, d'accord? Quelque chose d'hyper important, c'est que, en fait, ça a été un lieu. Alors, est-ce que c'était unique ou pas unique? On n'en sait pas. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un charnier qui a été découvert en 1944 avec des résistants qui ont été fusillés et enterrés dans Pinel. Et c'est grâce à deux Aminois, d'accord, Robert Perk et Mathieu Nice, qui ont montré le lieu, parce qu'ils avaient été chargés par les Allemands de creuser la fosse. D'accord? Et qui en 1944, en fait, on montrait aux Alliés où se trouvaient ces résistants fusillés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le truc de polémique. Sur les 4, il y en a peut-être un qui n'était pas résistant, mais je laisserai aux historiens le choix d'en parler, d'accord, par rapport à ça. Alors, là encore, à la Libération, les Anglais et les Américains vont utiliser l'établissement comme dépôt militaire jusqu'en juillet 1946. D'accord, par rapport à ça. Voilà. 48, réouverture de l'hôpital après les travaux de remise en état. Il faut savoir que de 1946 à 1948, l'hôpital va être pillé, d'accord, va être pillé par des habitants d'Amiens. Donc ils vont rentrer, ils vont voler les meubles, ils vont casser, etc. Voilà. Donc c'est aussi à signaler, d'où, je veux dire, des archives qui ont disparu de l'époque de l'occupation allemande, mais aussi après l'époque allemande. Là on voit Albert Dupont qui était médecin directeur qui a réouvert en 1948, avec certains patients présents et qui venaient de Prémontreuil et qui avaient été chargés de remettre en route l'hôpital Philippe Pinel. D'accord? Voilà. Les années 50, grand boom par la révolution de la prise en charge en psychiatrie,
Grand tournant immense, hyper important. On pourra dire aujourd'hui qu'il y avait la psychiatrie avant les années 50 et la psychiatrie après les années 50. D'accord ? Les années 50, c'est le début de la psychiatrie hors des murs. Alors, les années 50, c'est quoi les années 50 ? Les années 50, ça va être 1952, découverte des neuroleptiques, d'accord ? Enfin, des médicaments. Enfin, des médicaments, d'accord ? Les neuroleptiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la molécule de la chlorpromazine qui va influencer sur l'agitation et sur les hallucinations. 1958, découverte des antidépresseurs. D'accord ? Voilà. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait rien. Strictement rien. Et puis surtout, la formation infirmière devient obligatoire avec le décret du 28 juillet 1955, d'accord ? Et création à Pinel d'une école pour une formation de 2 ans. D'accord ? Formation, 2 ans de formation. D'accord ? Par rapport à ça. Les années 50, tout à l'heure je vous en parlais, le film qui a été tourné en avril 1958, La tête contre les murs, où on voit très bien à l'intérieur, et ce qui est hyper intéressant, parce que ça remonte au niveau de l'idéologie de la prise en charge de l'époque, le combat entre un psychiatre asilaire et un psychiatre qui va utiliser des nouvelles techniques qui va faire référence à la psychanalyse, va faire référence à la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle qui, juste après la guerre, avec un psychiatre qui s'appelle Toscaïès, qui était grand militant communiste au niveau basque, qui a fui Franco pour arriver à la clinique de la Borne en France, et qui va créer justement le citoyen et l'humain avant tout en tant qu'acteur de son propre soin. D'accord ? Par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, par rapport à ça. D'accord ? Voilà. Il était catalan. Ouais, catalan. Mais catalan, basque, je suis d'accord avec vous. Ah, je vois qu'un militant, voilà, par rapport à ça. Donc, et puis, les années 60, quelque chose qui va modifier complètement la prise en charge, c'est la circulaire de 60. La circulaire de 60 va faire qu'on va devoir découper en des aires géographiques et dans ces aires géographiques, soigner les malades au plus près de leur domicile, c'est-à-dire chez eux, près de leur travail, près de leur famille, et on va devoir y mettre des moyens humains, professionnels, on va devoir y mettre des structures d'accueil, d'accord, par rapport à ça, et donc il va y avoir des créations de structures, comme les CNP après, on va en parler, les CNP, les hôpitaux de jour, etc., par rapport à ça. Et puis, 62, pourquoi Philippe Pinel ? Parce que le 16 juillet 62 a été approuvé par délibération du Conseil général que l'hôpital Philippe Pinel va s'appeler l'hôpital de Dury, l'hôpital psychiatrique va s'appeler hôpital Philippe Pinel, et puis à partir de 1960, il va y avoir des constructions, l'ouverture de l'hôpital sur l'extérieur, hôpitaux de jour, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, CNP, centre médico-psychologique, Sésame, service d'addictologie, d'accord, par rapport à ça. Le SMPR, qui est en fait une structure pour prendre en charge les patients qui se trouvent dans la maison d'arrêt d'Amiens, d'accord, des appartements associatifs et thérapeutiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans Amiens, il y a plus d'une centaine de personnes, des malades, qui habitent dans des appartements et des maisons qui sont accompagnés et qui sont suivis par l'hôpital Philippe Pinel, d'accord ? Et donc, et puis, des choses qui étaient étonnantes, qui malheureusement ne se font plus, et j'ai même dit malheureusement ne se font plus, c'était des grandes kermesses ouvertes, d'accord, ouvertes aux familles, aux patients, et qui permettaient justement de pouvoir rentrer dans l'hôpital et voir que ce côté un petit peu sectaire inquiétant n'était pas si sectaire et si inquiétant qu'on veut bien le faire croire. Donc là on voit l'hôpital aujourd'hui, d'accord, on voit très bien toutes ces verdures, on voit cette chose de parc, ce côté magnifique de l'hôpital, d'accord. Là c'est le centre de post-cure qui se trouve à l'extérieur de l'hôpital, d'accord. Voilà. Là c'est le centre de post-cure à l'intérieur. Vous voyez très bien qu'au niveau de l'accueil, c'est pas trop mal quand même, quoi. L'hôpital de jour qui se trouve pas très loin d'Auchan, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, là c'est le Sésame, l'ancienne clinique Saint-Lucien, d'accord. L'ancienne clinique Saint-Lucien qui est notre unité d'addictologie.
avec un hôpital de jour. Là, on voit très bien au niveau du réfectoire. Là, c'est le centre médico-psychologique, un des centres psychologiques, puisqu'il y en a plusieurs par lien. Et là, c'est Arc-en-Ciel et l'unité de pédopsychiatrie. Arc-en-Ciel qui est un atelier thérapeutique où les personnes viennent pour un travail, pour un retour soit en ESAT, dans un établissement de travail protégé, ou soit un retour dans un travail dans une structure normale. D'accord ? Là, on voit un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, où la cadre est présente. Voilà. Là, on voit la structure de pédopsychiatrie, CNP, et l'accueil qui se trouve du côté de Jules Ferry. Voilà. Et j'en arrête là pour mon exposé, pour pouvoir échanger. Simplement, quelques adresses, parce que si vous avez des échanges, si vous avez des documents, si vous avez des questions, nous serons toujours prêts à répondre à l'extérieur de cette conférence. Voilà. Je vous remercie de cette attention et puis si je peux et si on peut, on répondra à vos interrogations. Merci beaucoup. Je suppose qu'il va y avoir quelques questions dans la salle, puisqu'il y a un temps réservé aux questions. Il y a toujours la première question, le premier qui va oser ou la première poser sa question. Voilà. Oui, vous ne parlez pas des problèmes que rencontre l'hôpital Pinel aujourd'hui. Alors, moi je suis dans le cadre de l'association, je suis dans l'association. Aujourd'hui, les problèmes de Pinel, j'allais dire, c'est pas que les problèmes de Pinel, c'est plutôt le problème d'une société. Et donc, je rentrerai pas. Moi, je suis là pour parler de l'histoire, de la maladie, des prises en charge, du soin, mais je répondrai pas au niveau du mouvement social parce que voilà, je suis pas. Voilà, je ne répondrai pas à cette question, excusez-moi. Je voudrais savoir, j'ai pas bien compris, si on soigne toujours les enfants. Tout à fait. On soigne toujours les enfants. Il y a une unité d'hospitalisation de Touzélie qui se trouve à l'intérieur de Pinel. Il y a un projet d'une unité pour jeunes adolescents, pour jeunes enfants. Et puis surtout, il y a en ville des CNP, il y a des hôpitaux de jour, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, il y a des accueils mère-enfant qui se trouvent sur l'extérieur et en ville, et non pas dans les murs. Il faut savoir que dans l'hôpital, il y a à peu près 200 lits, d'accord, hein, à peu près, et on soigne plus de 5000 personnes à l'extérieur de l'hôpital. Parce que je croyais que c'était réservé à Clermont. Non, il y a très très longtemps. Clairement, pour montrer, c'est vrai qu'ils ont des structures, ils ont beaucoup plus de lits de psychiatrie que Pinel. Pinel, jusqu'en dans les années avant la guerre, avait une unité d'enfants. Ensuite, l'unité a été ouverte très très longtemps après, et l'unité pour adolescents, ça fait à peu près, j'allais dire, une vingtaine d'années qu'elle a été réouverte, mais pendant un certain temps, il n'y avait pas de lit pour enfants. Il y a un travail qui est fait avec la pédiatrie, avec la pédopsychiatrie, la pédiatrie, qui se fait sur le CHU d'Amiens, où certains enfants sont hospitalisés en pédiatrie au CHU d'Amiens. Je voulais vous poser une question au niveau des soins et leur évolution dans l'hôpital Philippe Pinel. Vous avez commencé à parler de la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et nous dire où en est aujourd'hui Philippe Pinel, l'hôpital dans sa position actuelle et dans la position qu'elle a pu avoir dans le temps? Alors, en tout cas, aujourd'hui, l'hôpital Philippe Pinel, au niveau du département, il faut savoir qu'au niveau de la psychiatrie,
depuis les années 70, il y a la psychiatrie qui se fait à l'hôpital de la ville. Il y a 2 secteurs de psychiatrie adulte. Il y a un service de pédopsychiatrie sur Rapide. Sur Péronne, il y a un service de psychiatrie adulte. Sur Péronne, il y a un service de pédopsychiatrie qui est en lien aussi avec Montdidier, puisque Montdidier a un secteur de psychiatrie, mais n'a pas de J. D'accord ? Les patients du secteur G03, c'est très technique, mais voilà, qui sont sur Montdidier, sont hospitalisés sur Amiens. Aujourd'hui, on peut dire que l'hôpital Philippe Pinel est quand même à la pointe, en tout cas n'est pas en retard au niveau du soin et au niveau de la technique. D'accord ? Nous avons une grande unité de réhabilitation psychosociale avec tout un travail sur la réhab, tout ça qui est très très moderne, qui est en train de se développer. Nous avons été certifiés dans ce qu'on appelle l'ETP, qui est l'éducation thérapeutique par rapport aux patients par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Voilà, on a quelque chose qui est assez moderne et au niveau national, on peut se vanter puisque enfin, la télé parle du Pinel autrement que par rapport à des soucis, et qu'au niveau de la cynothérapie, nous sommes placés sur Antenne 2, envoyé spécial, nous sommes placés dans 30 millions de la nuit, tout un travail qui est fait, nous avons mis un prix aux États-Unis sur la prise en charge de la maladie mentale à travers la médiation animale. D'accord, par rapport à ça, et donc là-dessus, au niveau national, le Pinel est à la pointe par rapport à ça. D'accord, voilà. Donc nous ne sommes pas en retard. Après, je veux dire, il y a peut-être encore des choses à faire sur l'ambulatoire, sur l'extra-hospitalier, à développer. Voilà, bon, les choses se font et voilà, les choses se font. Voilà. Alors, la psychothérapie institutionnelle, qui date des années 70, après la guerre, sur une idéologie de l'activité du travail, c'est-à-dire que le quotidien devient soin, d'accord ? Il existe toujours d'une façon différente, mais il existe toujours où les patients vont faire des séjours thérapeutiques, vont à l'étranger. Là, il n'y a pas très longtemps, avec l'unité Albatros, l'unité de sport adapté, où je rappelle quand même que nous avons des malades qui sont champions de France de judo handisport, d'accord, voilà, par rapport à ça. Ils ont fait un voyage humanitaire en Roumanie, d'accord, par rapport à ça. Voilà, donc c'est vrai que peut-être que je pense que notre défaut à nous, c'est de ne pas trop communiquer sur tout ce qu'on fait de bien. Voilà, d'accord ? Oui, moi j'ai 2 questions qui quelque part se rejoignent. Une fois, je voulais savoir comment s'organisent les urgences dans le cadre des admissions. Est-ce qu'il y a des urgences spécifiques à Pinel ou est-ce que ce sont les urgences du CHU ou pas ? D'autre part, vous avez parlé de la sectorisation. À quel secteur géographique en fait correspond Pinel ? Est-ce que c'est Amiens, est-ce que c'est la Somme ? Et comment vous faites quand il n'y a pas de place par rapport à cet accueil de secteur ? Alors, déjà par rapport aux urgences. Donc, l'hôpital Pinel n'a pas d'urgence. D'accord ? Nous avons ce qu'on appelle l'UAO, qui est une unité d'accueil et d'orientation. C'est-à-dire que les patients qui arrivent sur Pinel sont accueillis dans une unité qui est ouverte 24h/24, avec présence d'un psychiatre, d'un interne, d'une équipe infirmière, qui est présente 24h/24 par rapport à ça. Donc où il y a une évaluation et il y a une orientation, on hospitalise, on n'hospitalise pas, on prend en charge, on ne prend pas en charge. D'accord, par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion, on est en train de se poser des questions sur l'avenir de cette unité. Est-ce que l'unité va rester là, va pas rester là ? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'hôpital se pose des questions sur la forme pratique et toujours en réflexion sur améliorer les choses, d'accord, par rapport à ça. Donc, il n'y a pas d'urgence à Pinel. Il y a une unité d'accueil et d'orientation, d'accord ? Lorsqu'il y a un problème somatique, les personnes sont envoyées sur le CHU d'Amiens, qui est normal, parce que nous on fait de la psychiatrie, et que le CHU, elle, est là pour accueillir et prendre en charge tout ce qui est le versant somatique. Après, par rapport au secteur, et par rapport à l'accueil, donc l'hôpital d'Amiens, j'ai pas là, mais l'hôpital d'Amiens prend en charge une arche graphique qui est déjà Amiens par lui-même, d'accord,
et qui ensuite, il y a un découpage qui va jusque Corbie pour le secteur GR2, jusque Montdidier pour le secteur 01, jusque à la frontière de Fixecourt pour le secteur 04, puis le secteur 08, Saint-Fucien, etc. Voire le centre, un peu plus le centre d'Amiens. Et puis quand il n'y a pas de place, je veux dire, aujourd'hui, quand il n'y a pas de place, soit on rajoute un lit, d'accord ? Parce que c'est la réalité, on est là pour accueillir, on ne peut pas refuser par rapport à ça, et donc on essaye d'accueillir dans les meilleures conditions. Et là, c'est pareil, on est en train de réfléchir et de revoir un petit peu au niveau de l'accueil, comment on pourrait essayer d'amener, je veux dire, les patients à être hospitalisés au mieux et dans le bon unité et avec la bonne équipe, d'accord ? Sur Pinel, nous avons un souci, nous avons des patients qui ont besoin de structures médico-sociales, d'accord, et qui, malheureusement, au niveau du département, pour l'instant, il n'y a pas de médico-social, je veux dire, en quantité suffisante pour accueillir une partie des patients de Pinel. Mais à Pinel, on a un projet d'extension de la masse, de la maison d'accueil spécialisée pour pouvoir justement permettre aux patients qui sont dans des lits de psychiatrie générale d'être accueillis dans des structures plus adaptées et qu'on puisse libérer des lits pour ceux qui ont besoin de soins psychiatriques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Ouais. C'est à moi. Oui, tout à l'heure, on a vu une photo en tout cas tirée du film La tête contre où l'on assiste un peu dans ce film à un internement qu'on pourrait appeler maintenant un peu arbitraire quand même. Bien, or, on a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois entre nous. Il est clair, on a vu ça d'ailleurs, que la définition, n'est-ce pas, de la maladie qui peut se poursuivre par un internement est à la fois médical, ça c'est clair, mais en même temps toujours un versant un peu politique. Bien. Or, oui, on sait très bien que dans certains pays, ce n'est pas le cas en France, bien évidemment, il y a eu des internements, n'est-ce pas, politiques, etc. Est-ce qu'on peut avoir une idée, justement, de l'évolution de la législation en France, là je parle de France, en France, qui a pu donner des garanties contre des internements, disons, arbitraires, parfois pour se débarrasser de quelqu'un dans les familles, c'est un peu le cas dans le film, donc La tête contre les murs. Je ne sais pas si cela aussi, je crois que c'est Hervé Bazin, je crois que c'est effectivement quelque chose qui lui est arrivé, n'est-ce pas ? Voilà ma question. Il avait été hospitalisé à Angers, en psychiatrie à Angers, moi je dirais, c'est la boutade. S'ils étaient si faciles d'interner, longtemps que ma belle-mère serait internée, d'accord ? Et ça, c'est la boutade, par rapport à ça. Et ça n'empêche que, au niveau de la loi, je veux dire, nous avons quand même, je veux dire, une protection. Et c'est pas vrai, il ne faut pas croire que, je veux dire, qu'on puisse interner comme ça pour se débarrasser des gens, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Je veux dire que la loi, je pensais 38, 1838, on va parler de internement, on va parler de placement volontaire, placement d'office. La loi de 90, nouveau progrès, on va parler d'hospitalisation alimentaire, d'hospitalisation en soins libres et d'hospitalisation, je veux dire, d'office. Tout à l'heure, quand je vous disais que la loi de 38 n'avait pas prévu les soins libres, parce que, en fait, il y a eu un décret en 1937, parce qu'il y a un médecin qui s'appelle Édouard Toulouse, qui, en 1921, va créer à Paris la première structure d'accueil pour patients en soins libres. Lorsque, à Pinel, on n'a pas attendu 90 pour accueillir des patients en soins libres, des gens venaient d'eux-mêmes, sortaient d'eux-mêmes, etc. Aujourd'hui, plus de 85% des patients viennent d'eux-mêmes et sortent d'eux-mêmes. D'accord ? Je veux dire que, en fait, quand on a besoin de cardio, on va en cardio. Quand on a besoin de pneumo, on va en pneumo. Et quand on a besoin d'un problème de santé mentale, eh ben, on va à l'hôpital Philippe Pinel, entre autres. D'accord ? Maintenant, il y a une clinique, et voilà, par rapport à ça. Donc, par rapport à ça. Et la loi de 2011 et la loi de 2013 va encore élargir et modifier au niveau de la linguistique. On va parler du placement de l'hospitalisation aux soins. Ça veut dire que, en fait, le soin ne se fait pas que à l'hôpital. Et lorsqu'on va parler de soins, le soin se fait aussi dans la ville et se fait aussi au plus proche des gens. D'accord ? Par rapport à ça. Alors, un patient qui va être hospitalisé, je veux dire, parce qu'on a besoin d'hospitaliser, il va falloir plusieurs certificats médicaux,
soit 2 certificats médicaux dans un placement classique, mais il va y avoir aussi le besoin d'une tierce personne qui va me dire voilà, moi je connais cette personne-là elle va pas bien parce que avant moi je la connaissais, elle n'allait pas bien, et donc je demande à ce qu'elle s'est soignée. Il va y avoir un certificat de 24 heures, un certificat ensuite de 72 heures, il va y avoir aussi au bout du 12e jour l'intervention du juge de restriction des libertés qui va arriver et qui va donner son avis aussi par rapport à ça, et donc ça montre bien qu'il y a toute une procédure, il y a tout un système qui fait qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a une garantie. Il y a une garantie. Le médecin qui va à l'hôpital, je veux dire, ne peut pas être le médecin qui fait, je veux dire, voilà, je ne peux pas faire utiliser, moi, en tant que soignant, je ne peux pas faire utiliser quelqu'un de ma famille en tant que dans l'hôpital. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que, je veux dire, on ne peut pas. Voilà, il y a une grosse protection par rapport à ça, et il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça, et je peux vous dire que moi, ça fait 37 ans que je travaille en psychiatrie, c'est une discussion qui revient, mais je pense que la démystification de la maladie mentale, de ce qui se passe à l'hôpital, on a beau tous les ans, au mois de mars, la semaine santé mentale, etc., ouvrir les portes, etc., mais ça n'empêche que ça reste comme ça, ancré dans la tête des gens. Je veux dire, voilà. Après, il y a ce qu'on va appeler l'arrêté préfectoral. D'accord ? Là, comment je parle de soins alimentaires, on est dans ce qu'on appelle une contrainte sanitaire. Après, il y a ce qu'on va appeler une contrainte administrative qui est subie du préfet. Mais il y a toujours le juge qui est présent, il y a toujours le médecin qui donne son avis, il y a toujours les certificats, etc. etc. Donc là, ça n'empêche que, je suis d'accord, il faut toujours être très vigilant. Parce que là, ces temps-ci, il y a des textes qui sortent entre psychiatrie, radicalisation, etc., etc. Et que par rapport à ça, il faut être très vigilant. Mais la communauté médicale, la communauté, les établissements, au niveau des soignants, on est très vigilant et très attentif par rapport à ça. Alors moi je suis bien content par rapport à ce qui a été dit, par rapport à d'autres pays. Moi je répète et je redis, je veux dire, tant qu'on a une démocratie, ça va. Hein. Demain, vous savez, le normal ou pas normal, souvent ça va être la loi. Hein. Je veux dire, vous fumez un joint sur un mien, vous allez poser problème, vous faites 400 km, vous êtes à Amsterdam, il n'y a plus de problème. Hein. D'accord ? Et je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant et être très très attentif par rapport aux institutions, par rapport aux personnes et par rapport à ça. Je rappelle quand même que lorsqu'on parle des juifs qui ont été tués, mais les premiers qui ont été tués, c'est les malades mentaux, par les nazis. Hein, c'est les malades mentaux qui ont été tués par les nazis, en premier, d'accord, par rapport à ça. Hein, ça ne va pas excuser le reste, d'accord? Je ne dis pas ça, d'accord? Voilà. Pour vous dire qu'il faut être très très vigilant, parce que quelque part, ce sont des personnes sur lesquelles, je veux dire, eh ben, ils sont démunis, et ils sont fragiles, et ben, c'est notre éthique, nos valeurs à nous, soignants et non soignants, d'accord? D'être très attentifs pour que la personne la plus en difficulté, la plus dans la précarité, et quelle que soit la personne, elle puisse être protégée. Voilà, voilà. Et donc, voilà, par rapport à... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. On n'interne pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'Amiens. Quand je suis arrivée à Amiens dans les années 70-80, je travaillais à l'hôpital normal. Et j'ai appris que pendant la guerre, au début de la guerre, il y avait eu, on m'a dit qu'il y avait énormément de patients qui étaient vraiment complètement dénutris. C'était presque un camp de concentration. Et donc vous me dites que tous les malades ont été, c'est un peu contradictoire, puisque vous venez de dire que les nazis se débarrassaient des aliénés. Ah oui, en Allemagne, oui. Oui, mais en même temps, est-ce que vraiment il n'y a rien eu à Amiens? Alors, Amiens, je peux vous garantir que Amiens, il n'y avait plus aucun malade dans l'hôpital. Donc, aucun malade n'a été maltraité dans l'hôpital puisqu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de malade dans Amiens. Ça, c'est, là encore, c'est une chose intéressante. Parce que moi, je ne suis pas d'Amiens non plus.
Moi, je travaillais plutôt psychiatrique à Armentières, tout ça. Et quand je suis arrivé, je veux dire, il y avait beaucoup de. Là-dessus, on m'avait dit oui, là-dedans, les malades, ils étaient torturés, étaient maltraités. Mais on peut vous garantir, nous, on a la preuve qu'il n'y avait plus aucun malade dans Amiens, dans Pinel. Plus aucun malade dans Pinel. Après, par rapport à ces histoires de nutrition, voilà. Il faut savoir que Clermont-de-Loise, par exemple, si pour ceux qui connaissent Clermont-de-Loise, qui a un super musée à l'intérieur de l'hôpital, que je vous invite à aller voir, a une statue, un monument, je veux dire, à la mémoire des malades, d'accord, par rapport à ça. Il faut savoir qu'au début, pour ceux qui ont lu, il y avait des tickets de ravitaillement. Les tickets de ravitaillement étaient calculés au niveau de calories inférieurs aux besoins normaux parce qu'ils étaient partis dans l'idée que les gens allaient trafiquer. Donc ils avaient dit, ça va s'équilibrer, donc c'est bon. Le seul problème, c'est que dans les hôpitaux psychiatriques, les malades, ils ne pouvaient pas aller trafiquer au niveau de la nourriture. Il faut savoir que j'ai un document qui est intéressant, c'est que par exemple, la ferme de Clermont, les gendarmes français avaient réquisitionné toute la nourriture de la ferme pour prendre, d'accord, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, c'était compliqué, mais des psychiatres en France, des équipes sont montés au créneau, ont râlé, ont manifesté, etc., etc. Et, alors, je ne suis pas du tout d'accord, pas du tout dans cette idéologie, je tiens à faire attention, mais Vichy a augmenté la quantité de nourriture pour les malades dans les hôpitaux psychiatriques. D'accord? Et ça, c'est dans les années 42-43. D'accord? Par rapport à ça. Mais Pinel, nous, là-dessus, il n'y avait pas de malades à Pinel. Il n'y avait plus de malades. Les malades sont revenus en 48. Les malades, ils étaient, en fait, dans la partie française non occupée. Et donc, ils étaient, je parle des malades de Pinel, hein, d'accord? Je ne parle pas des autres malades d'ailleurs, d'accord? Par rapport à ça. Donc voilà. Au début, ça a été très très compliqué pour les malades, c'est sûr et certain. Il y a eu, jusque dans les années 42-43, c'était hyper compliqué, d'accord, pour les patients. Surtout que l'armée française, la gendarmerie réquisitionnait tout ce qui était au niveau des fermes, des nourritures, puisque, comme tout à l'heure je vous disais, c'est qu'il y avait des fermes et il y avait l'autogestion, normalement, auto-satisfaction, alimentation dans l'hôpital. Le seul problème, c'est que le Pinel, il n'y a pas eu ce problème-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À moins que quelqu'un peut m'apporter d'autres informations. Juste une petite précision. Au niveau de Pinel, je pense au niveau de la situation même de l'hôpital Philippe Pinel, on est à Dury, on est sur le plateau de Dury. Vous savez que les trois guerres ont fait rallier, je parle de 70, 14 et 39, 45, ont fait rallier sur le plateau de Dury. On est au 1er juin 40, les Alliés sont à Dury. Et les Allemands sont à Amiens. Donc l'hôpital de Curie est en plein milieu. Et donc il y a eu une décision, et il faut rendre hommage au docteur Frances, à l'époque qui était médecin directeur, et qui a négocié avec son équipe, une infirmière surveillante-chef également, a négocié avec le front français et le front allemand une évacuation totale de l'asile sur une colonne d'1 kilomètre. On n'a pas d'image, mais c'est bien témoigné dans le livre de Vassel, la bataille de Sud-Amiens. Ils sont partis à pied, et donc il est resté, et selon ce qu'on a dans les archives, il est resté peut-être une vingtaine de malades gravataires qui n'ont pas pu évidemment être évacués à pied. Tout ça s'est fait en une nuit. Et donc ces malades gravataires ont été orientés sur Saint-Victor. D'après ce qu'on sait, on dit Saint-Victor, et les éléments concordent sur Saint-Victor. Donc voilà, après, vous avez eu peut-être, du fait des bombardements qui ont repris, on a trace d'une passante qui a été tuée route de Paris, et donc retrouvée à l'intérieur du centre hospitalier du Pinel, et peut-être un de blessés graves au moment des bombardements, mais aucun malade n'est resté à l'intérieur. Ça, c'est vraiment une certitude. Une petite précision. Oui, bonsoir.
Vous avez relaté un fait tout à l'heure par rapport à un fermier. Vous avez récupéré une photo avec sa fille qui a maintenant 80 ans, si j'ai bien compris, donc c'est vraiment dans les notes. Hein. J'ai pris quelques notes et j'ai été très étonnée de ce que vous avez pu dire en fait de cette personne qui a priori disait qu'on s'occupe plus des animaux que des malades. Et vous disiez être étonné qu'à priori à cette époque-là aussi on était très étonné de ce qu'il avait pu dire. Alors est-ce que ce monsieur travaillait depuis peu de temps? Est-ce que ce monsieur travaillait depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'est occupé de ce qu'il a pu dire? Voilà, qu'est-ce qui a provoqué l'étonnement? Voilà, parce que bon, de nos jours, là, maintenant, 80 ans après, c'est ça? J'ai envie de dire, c'est à peu près la... Je n'ai pas noté la date. Mais qu'est-ce qui a fait cet étonnement? Ce qui était quand même étonnant, c'est que c'est sa prise de position par rapport à un travail qu'il avait, parce qu'en fait, il avait quand même une ferme hyper moderne, il avait des outils hyper modernes. Quelque part, on aurait pu se dire, c'était satisfaisant, lui en tant que fermier, c'était faire fonctionner sa ferme. Et ce côté humain, empathique de sa part, je veux dire, on peut être que, j'allais dire, étonné d'une façon très positive, quoi. Je veux dire, c'est quand même cette prise de position, c'est hyper intéressant. Mais Nicolas, il peut en parler mieux que moi. C'était pour nous, moi personnellement, à date d'aujourd'hui, je trouve ça positif. Non, mais c'était ça que je voulais savoir. Est-ce que c'était pris dans le même sens que ce que je voulais savoir en fait, est-ce que ça avait été pris au sens, le mot étonnement au sens positif du terme, ou parce qu'il a quand même démissionné, c'est pas rien. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ou est-ce que c'était pris dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Alors à l'époque, je ne sais pas, à l'époque, en tout cas moi aujourd'hui, je peux vous dire que moi je suis admiratif de sa prise de position. Alors c'est un témoignage, si je veux répondre un peu, je vais rencontrer sa fille. Donc ça vient un témoignage oral. Nicolas Candeleff, qui est le vice-président de l'association. Oui. Alors, c'est un témoignage oral, évidemment, il n'a pas laissé d'écrit. J'ai trouvé une lettre de ce monsieur, on peut dire son nom, je crois qu'on ne peut pas dire son nom. Et donc, il avait subi aussi un accident de travail. Savoir, il était handicapé de sa main gauche, et donc il n'avait pas été très bien traité. Ce qu'il y a aussi au point de vue historique, pour dire positif, c'est Pinel, vous l'avez vu en 32-35, c'est une modernisation extrêmement technique. Et on est en décalage quand même avec les avancées thérapeutiques. Vous avez vu qu'il y a un décalage de 20 ans entre la chimiothérapie qui arrive et qui a été un réel problème. Tous les témoignages infirmiers de l'époque vont vous dire les unités ont été transformées médicalement, le calme s'instaurait. Le largactyle a été un réel problème partout dans le monde. Et il y avait peu de thérapeutique finalement. Alors, ce décalage a entretenu évidemment un peu de désarroi. Il n'y a aucun souci. Il faut savoir aussi qu'il était bien au courant de ce qui se passait à l'hôpital, parce que la petite fille que vous voyez a grandi à l'hôpital, donc elle savait un petit peu ce qui se passait, et son épouse, qu'on n'a pas vu à l'écran, était pharmacien. Ce qui explique aussi les magnifiques petits habits de cette jeune fille, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce petit manteau en peau de pluche, pas de courant quand même dans ce milieu agricole. Voilà ce que je peux répondre. Ce décalage qui t'avait choqué, c'est vraiment un décalage, parce qu'on continuait quand même dans les années 30 à avoir des lits à caisson avec du varech. Le varech, on a des études qui montraient les commandes de varech. Le varech, on faisait sécher au soleil pour remettre la litière. On est dans les années 30. Donc on est vraiment sur des situations parfois, voilà, on parle de litière. On parle de litière, mais à ce moment-là, on fait un établissement pour les vaches avec de la céramique. Donc, il est un petit peu étonné, il règle un petit peu ses comptes avec la structure, probablement, mais on est vraiment dans un grand décalage. Il faut quand même se placer sur ce temps. Sur ce temps où, finalement, on continue à avoir de l'hydrothérapie, un petit peu de bromure de potassium, de l'impalutation, hydro, des choses comme ça, et le cardinal, on continue à donner l'argamanu, et puis les décoctions
l'expression tilleul, d'aller tilleul. C'est pas pour rien qu'à Pinel, quand vous rentrez dans Pinel, il y a une grande allée des tilleuls, c'était pour ça. Le soir, il y avait la tisanerie le soir, il y avait la tisanerie le soir par rapport à ça. Ça n'empêche, en plus, il faut savoir que les passants, quand ils arrivaient à Pinel, je veux dire, ils n'avaient pas leurs vêtements, ils avaient on a des vêtements qu'on a retrouvés, il y avait des bleus, il y avait des tenues, tous s'habillaient pareil, etc. Quoi. Je veux dire, c'était vraiment, voilà, on enlevait, on ne possédait plus rien, quoi. D'accord, on ne possédait plus rien. Vos propos laissent penser, enfin me laissent penser, je me trompe peut-être, que les conditions pendant la guerre, au niveau de l'alimentation, étaient bonnes. Peut-être. Non, c'est pas ce que vous allez vous dire. Non. Parce que j'ai entendu, j'ai lu des témoignages, notamment sur l'internement de Camille Claudel dans le sud de la France, où c'était atroce. Non. Donc j'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, mais j'ai dit que sur Pinel, il n'y avait pas eu de problème puisqu'il n'y avait pas de malade à Pinel. D'accord ? Voilà. D'accord ? Et ce que j'ai dit aussi, c'est que dans les années 42-43, il y a une augmentation de la quantité en calories par rapport au ticket suite au fait que des psychiatres et des infirmiers se sont révoltés contre l'institution et contre l'État. Ils ont demandé à ce qu'on augmente. Mais c'est pas pour ça que c'était l'apogée, que c'était des grands repas, restaurants, machin, tout ça. J'ai jamais dit ça. Par contre, ce que je dis par rapport à ce que la dame a disait, c'est qu'à Pinel, il n'y a pas eu de problème puisqu'il n'y avait pas de malade. Alors, c'est vrai qu'on a eu un livre, l'auteur m'échappe là, mais sur l'extermination des malades mentaux en France, qui a fait un grand bruit et puis qui a été un petit peu complété dans les années 85 par une thèse formidable d'Isabelle Bunis-Hoffen, qui a fait un travail remarquable dans un livre sur justement les malades mentaux pendant la guerre. Il faut savoir que les anciens alvélistes, et maintenant encore, avait chiffré même la dépense calorique de la maladie mentale à environ 400-500 calories. Ce qui fait que vous aviez des dépenses basales qu'il fallait compléter. Donc vous aviez dans toutes les équipes les gens qui donnaient des surplus, qui essayaient de donner des compléments alimentaires. Rien que la spécificité des vieux alvélistes, vous voulez, avait calculé ça, ce qui explique quand même une surconsommation. Donc voilà, le débat n'a pas lieu d'être. Il y a eu énormément de décès dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a évidemment une population qui n'est pas revendiquée, comme ça. Il y a eu énormément de décès. En revanche, on a des témoignages écrits dans tous les hôpitaux psychiatriques où les médecins-chefs de l'époque, voire même les directeurs, demandaient au préfet de leur réunion, etc., des suppléments, comme de terrain. C'est bien, par rapport à ce qui se passait dans le psychiatrique de Ranga, il y a un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Lucien Bonafé, grand psychiatre, médecin aliéniste, qui justement avait comparé le vécu dans les asiles avec les camps de concentration, et c'est ce point-là que c'est lui qui a travaillé sur l'ouverture de l'hôpital sur la ville, en disant que l'enfermement crée d'autres problèmes et d'autres pathologies. D'accord ? Et voilà. Donc ce monsieur-là qui a travaillé beaucoup avec le comité de résistance nationale, qui a travaillé beaucoup avec des personnes comme Delozon, etc., sur l'ouverture de la psychiatrie sur la ville, sur la formation du personnel, sur le malade en tant que citoyen avant tout, hein, et qui était en même temps grand militant politique et membre du Parti communiste à l'époque. Vous avez un petit peu anticipé sur ce que je voulais dire, mais justement je voulais revenir un petit peu sur la psychothérapie institutionnelle et sur les évolutions justement de la psychiatrie en France du fait d'un certain nombre de personnalités comme ça. Dostoïevski, donc on a dit, n'était pas basque, il était catalan, et il s'est réfugié, il est arrivé en France à l'hôpital de Saint-Alban sur l'île Magnole en Lozère, et il s'est trouvé dans la situation très contrainte de la guerre où les malades mouraient de faim parce qu'il n'y avait plus de ressources, il n'y avait plus de subsides. Et ce qui est au démarrage de tout ce mouvement-là, c'est un problème de survie pendant la guerre, puisque effectivement, il n'y avait pas de ressources alimentaires, il n'y avait pas d'économie de l'hôpital, et c'est ce qui a amené l'ouverture de l'hôpital sur le village, les malades qui sont passés au travail, et la lutte quotidienne pour tout simplement ne pas mourir de faim. Donc ça, c'est la démarche de Dostoïevski qui a fait venir un certain nombre de gens sur Saint-Alban.
Et ensuite, effectivement, le retour d'un certain nombre de psychiatres français, et notamment des communistes qui avaient vécu l'expérience des camps de concentration, et qui, faisant le lien entre leur expérience personnelle au sein des camps de concentration et la condition des malades enfermés, c'est ce qui a effectivement déclenché ce mouvement de psychothérapie institutionnelle avec Bonafé, Le Maison, Le Guillan, Jean Aubry surtout. Jean Aubry qui a fait ensuite la clinique de la Borde. Ouais. Et donc ce sont ces lieux et ces personnalités qui ont fait évoluer la psychiatrie dans le sens de quelque part un peu de l'antipsychiatrie, de la sortie de l'enfermement, et aussi de l'institution qui est soignante. Voilà. Alors, le retentissement à l'intérieur de Pinel, je ne sais pas trop ce qu'il a été, mais c'est simplement pour dire que... non, je n'ai pas fini, excusez-moi. Ce qui est important dans une démarche historique, c'est peut-être de ne pas simplement réduire la chose à la description des murs et des équipements matériels, mais de voir aussi toute l'histoire un petit peu thérapeutique, toute l'histoire de la prise en charge et le rôle que les médecins, puisque c'est quand même les médecins qui sont un peu leaders dans cette manière, avec les infirmiers, autour des mouvements des infirmiers. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de militer au sein des CNA, on avait une action très importante dans le secteur de santé mentale autour de la formation et de la mobilisation des infirmiers psychiatriques. Voilà. Et donc c'est important de présenter aussi cette histoire humaine et des gens qui ont été porteurs de cette psychiatrie et de ne pas simplement la réduire à l'histoire des murs. Et pour dire aujourd'hui, en conclusion, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les médecins psychiatres qui sont leaders, qui sont les ténors et les voix qu'on entend dans la psychiatrie, dans la prise en charge de la maladie mentale, ce sont les gestionnaires avec leurs calculettes. Et aujourd'hui, c'est le règne de la gestion et c'est plus le règne de la thérapeutique. C'est bien. C'est bien que vous avez fait référence au CMA, parce que le CMA, qui était avec l'INFIP, les premiers organismes de formateurs, et surtout avec De Meuzon, qui était membre des CMA, qui est un des bâtisseurs des CMA par rapport à la formation du personnel infirmier, ça c'est très important. Après, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au côté gestionnaire. Malheureusement, je pense que la psychiatrie n'est pas les seuls, et je veux dire que nous sommes dans une société où ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on y fait? Moi, parce que au niveau de la psychiatrie et au niveau de Pinel, moi, je rappelle quand même qu'à cette époque-là, dans les années 70-75, l'un des premiers hôpitaux de jour en psychiatrie en France, un des premiers, c'était ce qu'on appelait l'essor, c'était le Dr Marga, Dr Marga qui a créé l'hôpital de jour. Le centre de post-cure, c'était le Dr Marga qui, dans le cadre associatif, avait créé ça. Et je rappelle aussi ce qu'aujourd'hui on appelle comment ça s'appelle ça, l'ancienne IRF école d'éducateurs. C'est un psychiatre qui a Amiens, qui travaillait à Pinel, qui a créé l'école d'éducateurs sur Amiens. Et donc Amiens et l'hôpital Philippe Pinel, je veux dire, a toujours essayé d'être, je veux dire, en phase avec l'évolution, avec le développement, avec des psychiatres comme Nachin, parce que je vois que vous connaissez bien la psychiatrie, donc Nachin, avec Delahousse, professeur Delahousse, quand même des psychiatres qui ont marqué, je veux dire, leur temps et qui ont marqué aujourd'hui l'histoire de l'hôpital de Philippe Pinel, quoi. D'autres questions ou interventions? Bon, dans ces conditions, je crois qu'on va petit. Ah oui. Je voulais, tout à l'heure, quand je vous ai posé la question du soin, je pensais aussi au fait que dans votre intervention, comme disait monsieur tout à l'heure, vous avez parlé des murs, l'histoire de Pinel est très intéressante, mais je trouve que pour peut-être des personnes qui ne connaissent pas la maladie psychique, c'est peut-être aussi intéressant de parler de qu'est-ce qu'est le soin avec ce genre de pathologie
Et donc peut-être de parler aussi de l'aspect relationnel qui est très intéressant dans ce travail et dans ce qui peut expliquer aussi les difficultés que rencontrent les équipes de soins actuellement et les équipes médico-sociales, dans le sens où justement on est dans une réflexion budgétaire et donc on diminue le nombre de personnes au chevet, parce que c'est ce que veut dire la clinique, au chevet des personnes qui sont malades. Et du coup, je m'attendais un peu ça de votre part, car j'ai déjà eu l'occasion de vous écouter lors de mes cours d'éducatrice. Et du coup, je pensais que vous auriez pu leur parler ce soir. Je suis pas... je fais attention à ce que je vais dire, d'accord, par rapport à ça. Moi, ce soir, on m'a demandé de parler de l'histoire, d'évolution, du passage de l'asile à l'hôpital, de la réorganisation des structures. Voilà, donc d'une façon un peu historique, légèrement philosophique, d'accord, par rapport à ça, mais pas militant politique. Comment je peux dire ça? Je fais attention à ce que je dis parce que là aujourd'hui, moi je suis président de l'association Pinel au fil du temps. Donc mon association, avec les gens qui font de l'association, c'est de faire vivre l'histoire, c'est de créer ce lieu de mémoire, c'est de penser et d'amener à ouvrir les portes sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on a envie que ça devienne par rapport à ça. D'accord? Donc ça c'est très important. Après, si on vous parlait des soins, je pense que moi personnellement, je suis thérapeute en thérapie systémique. Mais je pense que ici, si je tombe sur un lacanien, on ne va pas être d'accord. D'accord? Voilà. Et si on veut, on va s'engueuler. Je n'ai pas trop envie. Là, il est 20h30. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je fais attention. Je ne veux pas rentrer trop dans les soins parce qu'on va rentrer dans des trucs qui vont être très partisans par rapport à des théories. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de Jean-Henri, on parlait de tout ça, mais moi, si vous voulez, on peut parler d'antipsychiatrie anglaise, on peut parler de Basaglia d'Italie, avec la loi Pile 80, la fermeture du jour au lendemain, Basaglia qui était militant démocratie prolétarienne, qui était une mouvement d'extrême gauche italienne, je peux vous en parler si vous voulez, mais on va rentrer dans des trucs où on ne sera pas d'accord. Moi, je vous parle de faits, d'histoire, je vous parle d'événements, la guerre c'était la guerre, ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est évolué. Après, on peut faire un autre débat sur le soin et les orientations politiques du soin, théoriques du soin. Voilà quoi. Après, mais je pense pas que c'était ce qui était demandé ce soir. C'est ça, une autre conférence. Mais c'est intéressant, sur lequel si un jour on m'invite, pourquoi pas? D'accord? Mais ce soir, c'était pas ça. D'accord? Voilà. Juste revenir en fait sur les alignés, puisque vous avez dit qu'au début c'était eux qui s'occupaient des autres patients. Là, vous m'entendez mieux, d'accord. Donc je voudrais revenir en fait concernant les aliénés, puisque vous disiez qu'au début ils se sont occupés des autres patients. Et juste redire sur combien d'années finalement, et puis si vous avez des données historiques sur comment ils ont pu réellement s'occuper d'eux, puisque c'est vrai que c'est pas forcément maintenant, c'est pas parce qu'on est malade que l'on sait s'occuper forcément d'une autre personne, et dans quelles conditions. Est-ce que vous avez aussi des données historiques? Alors, il faut savoir qu'il y a eu un moment qui était très clair, à partir de quand les malades ne travaillaient plus, ne prenaient plus soin des autres malades, d'accord? C'est écrit dans la loi de 38. À partir de la loi de 1938, c'est-à-dire on va recruter du personnel extérieur aux malades, d'accord? Et pour la plupart du temps, ça va être des gens qui vont venir en fait du monde rural. Parce que là, nous sommes en train de rentrer, je veux dire, dans la révolution industrielle. D'accord? C'est-à-dire que là, on est en train de faire rentrer les gens en ville. Et les hôpitaux, et donc c'est par rapport à ça. D'accord? Et c'est une période hyper importante.
Parce que, tout à l'heure, on parlait d'éducateurs, il faut savoir qu'il y a eu une séparation entre le social et le sanitaire qui date justement à partir de la Révolution française, où il y a eu une personne qui a été Guillotin, qui était médecin pour ceux, d'accord. Guillotin n'a pas fait que couper des têtes, il soignait aussi des gens. D'accord. Donc Guillotin, qui était médecin, je veux dire, avait été chargé par la Constitution de pouvoir prendre en charge, de réfléchir sur tout ce qui était le soin. Et il y avait La Rochefoucauld de Liancourt, qui lui avait été mandaté pour pouvoir travailler sur, en fait, réfléchir sur tout ce qui était au niveau de la misère, avec le début de la révolution industrielle. Et il était parti en Angleterre. Et il est venu en Angleterre parce qu'en Angleterre, eux, ils avaient déjà coupé la reine longtemps avant nous, quand on avait coupé le roi, d'accord. Et qui, eux, avaient, au niveau du social, avaient mis en place tout un accompagnement par rapport à cette révolution industrielle qui avait commencé avant la France, d'accord, par rapport à ça. Et donc, quand ils sont revenus, il y a une opposition au niveau de la constituante, voilà, où on a dit, ok, c'est bon, Guillotin, tu coupes du sanitaire, et toi, Liancourt, tu coupes du social. Et donc, cette séparation, elle date de ce moment-là. Et donc, et à ce moment-là, je veux dire, on a commencé, je veux dire, à réfléchir sur l'accompagnement des personnes, d'où, je veux dire, au niveau du social, je veux dire qu'il a fallu réintégrer toute cette misère, toutes ces personnes-là, et donc on a été rechercher ces personnes-là pour venir travailler, d'accord, pour travailler par rapport à ça. Donc la loi de 38 a, je veux dire, mis en place, je veux dire, le recrutement de personnes autres que ceux qui étaient malades, d'accord, par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la formation des infirmiers psy. D'accord? Parce qu'au niveau de la formation des infirmiers psy, il faut savoir que jusqu'en 1937, ceux qui travaillaient à l'hôpital, dans les asiles, ne portaient pas le nom d'infirmier. C'était des gardiens. D'accord? Seuls ceux qui travaillaient à l'extérieur et avec le décret, la mise en place des centres d'hygiène mentaux, eux, avaient le droit de porter le titre d'infirmier. D'accord? Parce que les gens oublient une chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des assistants d'assistance sociale, l'assistante sociale, en fait, c'est ce qu'on appelait avant les infirmiers, je veux dire, c'est ceux qui faisaient des accompagnements. C'est des infirmiers qui allaient au domicile, d'accord? Et les kinés étaient les infirmiers spécialistes. D'accord? Et tout ça a fait que ça a été modifié. 48, en fait, les infirmiers qui travaillaient à l'asile et à l'hôpital psychiatrique étaient ce qu'on appelle des infirmiers autorisés. Et jusqu'en 92, donc 1992, d'accord, 1992, les infirmiers, donc parce que, en fait, en 69, il y a eu le diplôme d'infirmier secteur psychiatrique, et jusqu'en 92, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique était un diplôme régional, c'est-à-dire que j'étais infirmier, moi, en Picardie. Si je voulais aller travailler à Paris, à Paris, si vous voulez, je n'étais pas infirmier, j'étais aide-soignant. D'accord? Et en 92, après je ne reviendrai pas sur les grandes grèves de 95, 97, pour ceux qui ont suivi le mouvement social et le mouvement infirmier, par rapport à tout ça, d'accord? Les grandes grèves et tout le reste. Donc là, les infirmiers qui travaillent en psychiatrie sont devenus des infirmiers d'État. Mais, ce qui est important, c'est que jusque dans les années 97-98, on n'avait pas le droit de travailler dans le libéral, on n'avait pas travaillé à l'éducation nationale, etc. Et qu'en 97, on a eu le droit. En 93-94, Simone Veil, elle sort un décret qui était hyper intéressant en disant tous les infirmiers en psychiatrie, vous êtes tous infirmiers d'État. D'accord? Le FNI, donc la Fédération des infirmières libérales, qui, eux, voulaient récupérer tout ce qui était injection, retard, etc. Ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord. Ils vont à la Cour européenne. La Cour européenne dit non, le nombre d'heures de soins ne correspond pas au diplôme, donc vous n'êtes pas infirmier d'État. Voilà. Voilà, donc je réponds un peu politique, mais voilà. Mais c'est tout ça, c'est ça, voilà, l'histoire. Et donc, comment on est devenu infirmier? En fait, on est infirmier vraiment en psychiatrie, ça ne fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait pas longtemps que ça. Pourtant, c'est Bournaville qui, en 1870, à Sainte-Patrière, avait créé le premier école d'infirmière en psychiatrie. Voilà. Bon, c'est un peu l'histoire du diplôme infirmier. Voilà. Mais non, mais pas du diplôme infirmier. En 92, moi, par exemple, je suis infirmier de secteur psychiatrique, d'accord? Moi, mon diplôme, c'est 86.
Moi, j'avais 500 heures sur la psychose, 500 heures sur la névrose, 500 heures sur la pédopsychiatrie, et je ne vous parle pas de tous les cours sciences humaines, etc. à côté, d'accord, par rapport à tout ça, d'accord. 92, après moi j'étais enseignant en lycée au CHU, on a mis en place le nouveau programme, 80 heures sur la psychose, 500, 80 heures sur la névrose, 500, 80 heures sur la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Et nous, on avait 500 heures que sur la pédopsychiatrie. D'accord. Et aujourd'hui, au niveau de la formation, tout ce qui est santé mentale, psychiatrie, c'est individué dans des compétences, dans des trucs comme ça, quoi, c'est tout. C'est l'évolution. Mais ça devient bientôt un diplôme universitaire, donc on est content. Voilà. Merci. Bien, merci en Prima. Si j'ai bien compris, il faut reprendre rendez-vous pour l'histoire du soin. Merci à tout le monde et à la prochaine fois.